Le premier signe de souffrance du sous-scapulaire est recherché par la manœuvre de Gouttalier. On demande à la patiente de mettre les membres supérieurs en élévation latérale à 90 degrés, en antépulsion d'une trentaine de degrés et en rotation externe maximum, paume tournée vers le haut. Tenez cette position, madame. Il existe un lâchage douloureux du membre supérieur droit. La manœuvre est dite positive. Elle traduit une souffrance du sous-scapulaire. Le coude étant le long du corps, on demande à la malade de mettre la main sur l'abdomen opposé et de maintenir cette position alors qu'on va tirer vers l'avant le poignet. Tenez cette position, madame, tenez. Manifestement, il y a une impossibilité douloureuse de maintenir cette position. Le signe est positif. Il traduit une souffrance du sous-scapulaire. On va tester le côté opposé, le sous-scapulaire opposé. Tenez cette position. Tenez fort. Il est impossible d'attirer l'avant-bras vers l'avant. Le sous-scapulaire a une force normale. Le signe est négatif. Il n'y a pas de souffrance du sous-scapulaire. Nous allons maintenant rechercher les deux signes de rupture du sous-scapulaire. Le premier signe de rupture du sous-scapulaire est la libération de la rotation externe. Cette libération de la rotation externe passive de l'épaule se recherche d'abord coude au corps, comparativement avec le côté opposé. Il y a chez cette patiente une petite libération de la rotation externe de l'épaule droite par rapport à l'épaule gauche. Et quand cette libération n'est pas évidente, coude près du corps, on va la rechercher en antépulsion. La rotation externe passive de l'épaule droite est nettement plus importante que celle de l'épaule gauche. Ceci traduit une rupture très vraisemblable du tendon du sous-scapulaire de l'épaule droite. Le deuxième signe de rupture du sous-scapulaire a été décrit par Gerbert. On met le membre supérieur en rétropulsion, rotation interne. On décolle le poignet du dos et on demande à la malade de maintenir cette position. Tenez bien décollé. Manifestement, cette malade ne peut maintenir cette position. Le poignet retourne vers le dos. Le signe de Gerbert est positif. Il traduit une rupture du sous-scapulaire. On va essayer la même manœuvre sur l'épaule opposée, qui est cliniquement saine. Tenez cette position, madame, ne lâchez pas. Tenez, je lâche. Et la malade est capable de maintenir le poignet décollé du dos. Il n'y a pas de signe de Gerbert positif. Le sous-scapulaire de l'épaule gauche est normal. Le coude est près du corps, fléchi à 90 degrés. On amène l'avant-bras en supination maximum et on demande à la patiente de maintenir cette position alors qu'on va pousser en pronation. Tenez cette position. On recommence. Allez. On recommence. Allez, maintenez. Non. Maintenez la position. L'impossibilité douloureuse de maintenir la supination contrariée traduit une souffrance de la longue portion du biceps. Le coude est près du corps, fléchi à 90 degrés. On amène l'avant-bras en supination maximum et on demande à la patiente de maintenir cette position alors qu'on va pousser en pronation. Tenez cette position. On recommence. Allez. On recommence. Allez, maintenez. Non. Maintenez la position. L'impossibilité douloureuse de maintenir la supination contrariée traduit une souffrance de la longue portion du biceps. Le coude est près du corps, fléchi à 90 degrés. On amène l'avant-bras en supination maximum et on demande à la patiente de maintenir cette position alors qu'on va pousser en pronation. Tenez cette position. On recommence. Allez. On recommence. Allez, maintenez. Non. Maintenez la position.
l'impossibilité douloureuse de maintenir la supination contrariée traduit une souffrance de la longue portion du biceps. Le signe de la rupture de la longue portion du biceps est l'apparition de la boule bicipitale à la flexion contrariée de l'avant-bras sur le bras. Pliez, pliez fort. À gauche, le galbe du biceps est normal. À droite, ce galbe est perdu et il apparaît la boule bicipitale inférieure. Le sus-épineux est testé par la manœuvre de Job. On met les membres supérieurs en élévation latérale à 90 degrés, avec une antépulsion d'une trentaine de degrés, et en rotation interne forcée, les pouces étant dirigés vers le bas. Tenez bien cette position. Tenez bien. Tenez bien. Incontestablement, la malade tient le membre supérieur gauche, alors qu'elle a un lâchage douloureux du membre supérieur droit. Le signe de Job est positif. Le sous-épineux est testé par l'étude de la force de la rotation externe de l'épaule, coude près du corps. Une diminution de la force de la rotation externe traduit généralement une rupture du sous-épineux. On demande au patient, coude près du corps, de maintenir la position de rotation externe maximum qu'on puisse lui donner. Et l'on va pousser l'avant-bras pour faire tourner le membre supérieur en rotation interne. Tenez fort cette position, monsieur, tenez fort. Ce malade a une impossibilité de maintenir la rotation externe. Maintenez cette position. Il a une diminution de la force du sous-épineux et très vraisemblablement une rupture du tendon du sous-épineux. On va maintenant tester le côté opposé. Dans la même position, je pousse pour aller en rotation interne. Le malade résiste parfaitement. Il n'y a pas de souffrance ni de rupture du sous-épineux. On commence les cotations par celle de la gléno-humérale passive. D'abord en élévation latérale, on coince la pointe de l'omoplate, on monte l'humérus en élévation latérale et on s'arrête quand l'omoplate commence à bouger et l'on peut coter la gléno-humérale passive en latéralité qui est d'environ 95 degrés. La même chose est faite pour l'antépulsion. On coince l'omoplate, la pointe de l'omoplate, on monte en élévation antérieure et quand l'omoplate bouge, on est au bout des possibilités de la mobilité passive en antépulsion d'environ 60 degrés. Enfin, on termine par la rotation externe passive de la gléno-humérale. On met 3 doigts sur le bord spinal de l'omoplate, on tourne le membre supérieur en rotation externe. Quand l'omoplate commence à bouger, on a la rotation externe passive ici d'environ une trentaine de degrés. Puis on examine les mobilités passives globales de l'épaule. D'abord en élévation latérale, on monte le membre supérieur en élévation latérale. La référence est la colonne vertébrale, et ici l'élévation latérale passive globale est d'environ 160 degrés. On continue par la cotation de l'élévation antérieure passive, avec les mêmes procédés. La colonne vertébrale est toujours l'axe de référence, et on a une élévation antérieure passive globale d'environ 165 degrés. Et enfin, on termine par la rotation externe. Le coude est légèrement décollé du corps. L'examinateur tourne en rotation externe le membre supérieur au maximum. Le plan de référence est l'axe antéro-postérieur du corps. Et la rotation externe passive globale est d'environ 50 degrés. Enfin, on termine par les cotations de mobilité active globale de l'épaule. D'abord en élévation latérale, on demande au malade de monter le membre supérieur, pouce en l'air au maximum, le plan de référence ou l'axe de référence étant la colonne vertébrale, et on mesure avec un goniomètre l'élévation latérale qui est à 160 degrés en actif. Puis on continue par l'élévation antérieure, montez en avant, monsieur, montez en avant, montez, pouce en l'air. Et on mesure au goniomètre cette élévation antérieure qui est à environ 165 degrés. Enfin, on termine par
la cotation de la rotation externe active, le coude est légèrement décollé du corps, tourné en rotation externe, le plan de référence est l'axe antéro-postérieur du corps, et avec le goniomètre, on apprécie au plus juste cette rotation externe qui est aux environs de 40 degrés. Enfin, on termine par l'étude de la rétropulsion-rotation interne active en demandant au patient de monter le dos de la main le plus haut possible sur la colonne vertébrale. Retirez votre main. On se réfère à la pointe de l'omoplate et ici on est monté en D7. Au terme de l'examen clinique, la coiffe peut apparaître comme normale. Dans cette situation, il faut rechercher une arthrose acromioclaviculaire, une arthropathie sternoclaviculaire qui peut être à l'origine d'un pseudo-enraidissement de l'épaule, voire une pathologie de la scapulothoracique. L'examen de la coiffe peut être d'interprétation difficile lorsqu'il existe une arthropathie gléno-humérale, qu'il s'agisse d'une polyarthrite rhumatoïde, d'une omarthrose primitive ou secondaire à une large rupture de la coiffe des rotateurs, ou encore d'une ostéonécrose de la tête humérale.